Et notre invité politique ce matin, c'est Olivier Faure. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Bonne année à vous. Député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Ariane, bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous et bonne année aussi. Merci à vous. Olivier Faure, sans surprise, on va longuement parler de la conférence de presse d'Emmanuel Macron. 2h20, c'est la durée de l'exercice. Si vous deviez résumer cette conférence de presse en un mot, quel serait-il? En 3, tout ça pour ça? Je vous rappelle que le président nous avait convoqué à un grand renfort de teasing en nous expliquant que ce serait le grand rendez-vous de la nation, qu'il allait prendre une initiative qui allait unir les Français. Qu'a-t-on vu? En fait, quelques mesures, une grande défiance vis-à-vis de la jeunesse, et puis toujours la même chose sur les chômeurs que l'on stigmatise, la préférence nationale qui est parfaitement assumé. Enfin, on n'a rien vu qui soit de nature à fédérer le pays, à l'emmener sur une vision. Sur l'écologie, rien ou presque. Sur la démocratie, rien. Sur les inégalités galopantes, sur le mal logement, etc., rien. On était quand même assez fascinés par la vacuité du propos. On va revenir sur tout ça en détail. Vous diriez comme d'autres que c'était un bavardage? Je ne veux pas reprendre une expression qui vient de Marine Le Pen, mais la réalité, c'est que, en fait, on a été convoqué sur toutes les chaînes de télévision un soir, à une heure de grande écoute, pour finalement une opération de communication, mais qui n'a rien permis d'envisager un second souffle pour le quinquennat, quelque chose qui viendrait finalement suppléer l'absence de campagne présidentielle du chef de l'État et qui viendrait dire ce vers quoi il veut emmener le pays. Il a dit je ne sais pas d'où les gens viennent, je veux savoir où ils vont. Enfin, c'est plutôt le Premier ministre qui l'a dit aux questions d'actualité hier. Mais où va-t-il ? Où emmène-t-il le pays? Personne n'en sait rien. En fait, ne croyons pas que nous allons résoudre le problème éducatif simplement avec l'uniforme, une cérémonie de remise des diplômes et puis la Marseillaise. Franchement, qui peut croire que ça va remplacer les enseignants qui manquent, que ça va permettre d'assumer ce que nous avons à assumer pour emmener une génération à la maturité et donc à envisager notre avenir avec sérénité. Il a beaucoup parlé de l'école et de la jeunesse. Pourquoi vous dites qu'il a stigmatisé la jeunesse? Écoutez, j'ai l'impression qu'il a une méfiance totale vis-à-vis des plus jeunes. Là où il devrait, au contraire, stimuler leur imagination, leur esprit d'innovation, leur capacité à embrasser des nouveaux sujets qui sont ceux de l'avenir. Mais c'est parce qu'il a fait. Au lieu de quoi, il nous a expliqué en fait qu'il voulait revenir à la Troisième République avec la blouse et puis la craie au tableau. En fait, je vois pas très bien ce qu'il a en réalité, en quoi il a montré la moindre confiance. Des plus jeunes qui sont en fait devenus débiles parce qu'ils sont devant les écrans et aux plus vieux parce qu'il faut les mettre en uniforme pour être sûr de s'assurer de leur bonne tenue en classe. Vous n'êtes pas favorable à l'expérimentation de l'uniforme? Mais c'est même pas la question. La question, quand même. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on pense sérieusement que le taux d'encadrement des élèves aujourd'hui est suffisant? Est-ce qu'on pense réellement... Ça, c'est un autre sujet, mais est-ce que sur l'uniforme, vous êtes favorable ou pas? Non, ce que je dis, c'est qu'en réalité, on a à chaque fois une espèce de diversion qui est opérée avec des mesures qui sont censées être des mesures symboliques, mais qui ne résolvent rien. Si on reprend le débat qui est né avec Madame Oudéa Castéra sur la question du public et du privé, moi j'aimerais que le président de la République vienne dire, écoutez, le taux d'encadrement désormais, il sera équivalent dans le public et dans le privé. Je voudrais qu'il dise que dans le privé, puisqu'il est, je crois qu'il est sous contrat, il bénéficie à 75% des subventions de l'État et des collectivités locales. J'aurais aimé qu'ils viennent dire que demain, eh bien, le privé sera soumis aux mêmes exigences que le public sur l'accueil des enfants, sur la façon dont on organise l'ensemble de leur éducation, qu'ils disent que le rapport qui est depuis le mois de juin sur le bureau du ministre de l'Éducation sur l'école Stanislas où Mme Castéra ses enfants, eh bien, ce rapport est un rapport accablant et qu'il suppose des mesures d'urgence. Voilà ce que j'aurais aimé d'un président qui prend les choses à bras-le-corps et qui nous dit, voilà, j'ai compris, je n'ai pas tout réussi, personne ne réussit tout, mais maintenant, on y va. Et on y met le paquet, et y compris sur le nombre d'enseignants, parce que le nombre d'enseignants, en réalité, il diminue. Et donc, comment voulez-vous tenir des promesses? Alors, en plus, il nous dit maintenant, on aura du théâtre, on aura de l'éducation civique, en plus, on aura, tout ce qu'on ne sait déjà pas faire. Donc, comment est-ce qu'on le fera demain sans en recruter massivement? Qu'est-ce que vous appelez des mesures d'urgence concernant l'école Stanislas et le rapport qui a été publié donc par Mediapart ce matin? Oui, alors comme vous le dites, publié par Mediapart. Et donc, qui a été tenu
au secret jusqu'ici pour des raisons qu'on ignore, parce qu'en réalité, ce rapport, il dit quoi? Il dit que en fait, c'est une école confessionnelle, mais vous savez que pour les écoles privées sous contrat, il n'y a pas d'obligation d'aller d'aller à la catéchèse, ni d'avoir obligation pour les offices religieux, etc. Ça n'est pas le cas de Stanislas. On nous dit que cet établissement est un établissement où les propos sexistes, xénophobes, homophobes, sont régulièrement tenus et où, en fait, rien ne colle. En fait, on a une école qui n'est pas du tout dans les canons de la République. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le chef de l'État ou la ministre de l'Éducation prennent comme décision concernant, au vu de ce rapport et concernant cette école? Je crois que si cette école avait été musulmane, depuis longtemps, en fait, les décisions auraient été prises. Les décisions, c'est de mettre sous contrôle, d'exiger, en fait, un retour au droit commun. Il n'y a pas, Ça a été fait dans le rapport. Selon la religion. Ce que je dis, et ce que je remarque, c'est que ce rapport, il a été tenu secret pendant en fait de longs mois et qu'il a fallu que Mediapart le sorte pour qu'enfin on comprenne. Secret parce que c'est une école catholique pour vous? Secret parce que c'est peut-être une école qui a été celle de M. Blanquer, qu'elle est celle des enfants de Mme Oudéa Castéra, et donc qu'il y a une forme d'entre-soi. Ce gouvernement est un gouvernement où tous ou presque viennent des mêmes écoles, des mêmes milieux, des mêmes quartiers et sont très très loin en réalité de ce que sont les réalités des Françaises et des Français. Enfin, sur l'éducation, pour ne prendre cet exemple-là, je viens de le dire, M. Blanquer de Stanislas, M. Papendiaï, ses enfants étaient à l'Alsacienne, M. Attal a lui-même été élève à l'Alsacienne, et Mme Castéra, mais ses enfants dans le privé aussi à Stanislas. Donc on voit bien que c'est vraiment l'entre-soi, la préservation en fait d'un précaré avec des gens qui font un choix qui n'est pas un choix scolaire, mais qui est un choix en réalité de maintenir ou d'avoir été maintenus par leurs parents dans un milieu et de se conformer à des... Vous demandez la fermeture de Stanislas aujourd'hui? Non, je demande à ce que le droit commun soit respecté partout en France, y compris dans ces écoles-là. Sur un dernier mot sur Amélie Oudéa Castéra, il a dit... Pour dire les choses aussi plus largement, toutes les écoles privées doivent répondre à la carte scolaire, doivent répondre à l'accueil des enfants, elles doivent avoir les mêmes obligations que l'école publique, puisqu'elles sont financées par le public, elles doivent avoir des obligations qui correspondent à ce que le public doit parce que tout simplement, on ne peut pas avoir un deux poids deux mesures qui ne se justifie pas. Sur Amélie Oudéa Castéra, il a dit qu'elle a eu raison de s'excuser pour ses propos maladroits. Est-ce que pour vous, la page de la polémique est désormais tournée? Ce serait un peu facile, même y compris quand Mme Castéra se rend hier dans l'école Littré où un de ses enfants, son aîné, a passé 6 mois en maternelle. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, et à partir de là, elle a pu prononcer un espèce de jugement définitif sur l'école en général. L'école Littré, ce n'est pas en fait le Bronx. C'est les enfants déjà des catégories favorisées puisque c'est lié à l'arrondissement dans lequel ils se situent. Et donc, elle s'est excusée auprès des enseignants de Littré, mais en fait, c'est à tous les enseignants de France qu'elle doit maintenant s'adresser et leur dire qu'elle sera en fait une ministre qui sera attentive à l'égalité entre le public et le privé, qui fera attention... Mais vous ne demandez pas sa démission? Écoutez, je ne sais pas s'il faut demander sa démission. Enfin, peu importe, la réalité, c'est que moi, je les vois tous défiler et qu'ils font tous la même chose. Donc, ce que je voudrais, c'est que, en fait, plutôt que de remplacer les ministres, on remplace la politique qui est menée aujourd'hui. Un mot pour finir sur la jeunesse. Vous parliez des propos d'Emmanuel Macron sur les écrans. Il est revenu à plusieurs reprises hier soir pour exprimer son inquiétude de voir les jeunes passer autant de temps sur les écrans. Il promet des mesures par rapport à ça. Êtes-vous favorable, en effet, à une restriction du temps d'écran d'une manière ou d'une autre? J'attends le mode d'emploi, franchement. Bien sûr que la question des écrans, ils sont à la fois bénéfiques. D'ailleurs, ils ont même été introduits à l'école. Mais ils ont aussi leurs limites et c'est vrai que de voir des enfants qui sont désormais complètement captivés par les écrans du soir au matin, c'est vrai que c'est un problème. Mais je ne vois pas très bien, au-delà de l'annonce
qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir derrière chaque enfant, couper les réseaux à telle ou telle heure. Enfin, j'ai du mal à Pour vous, saisir. c'est irréalisable, quoi. J'ai du mal à saisir quel est le modus operandi de cette affaire. Sur la hausse du prix de l'électricité qui inquiète les Français, elle est prévue de 10% le 1er février. Il est resté un peu flou, le chef de l'État. Il a dit Vous avez trouvé que la maîtrise des prix... était très clair. Vous allez nous expliquer du coup que la maîtrise des prix était retrouvée, mais qu'il y avait déjà eu beaucoup d'aides. Il a parlé de 100 milliards, mais en même temps, il a laissé entrouverte la porte des annonces. Bon, on imagine que vous n'avez pas beaucoup plus compris que nous. Est-ce que vous lui demandez de revenir sur cette hausse? Mais bien sûr, la réalité, c'est qu'il va compenser la baisse par une hausse des taxes. C'est ça qui va se passer. Mais il laisse la porte ouverte à des annonces sur éventuellement un retour sur ces 10%. Ou en tout cas, non, ce qu'il a dit, c'est en fait le sale boulot sera fait par les ministres. Le Premier ministre le dira dans le prochain jour. Voilà, le sale boulot sera fait par les autres. Mais moi, je suis là pour vous dire... je crois qu'avoir compris, en fait, il nous a expliqué que le temps des largesses était terminé et que désormais, en fait, il fallait revenir à une orthodoxie budgétaire et que donc, il y aurait une augmentation. C'est ça qu'il nous a dit hier. Mais il ne ferme pas la porte à des aides, éventuellement. On n'a pas compris qu'il avait complètement fermé la porte, écoutez, puisqu'il a renvoyé à des annonces dans les jours à venir. La dernière aide, c'était l'aide alimentaire qui devait être annoncée. Il y avait un chèque alimentaire qui devait être annoncé par le gouvernement. C'était un engagement du chef de l'État. Et le ministre de l'Économie nous a expliqué il y a quelques jours que ce chèque était abandonné. La réalité, c'est qu'ils en ont fini avec toute forme d'équité ou de justice et qu'ils sont revenus à l'orthodoxie la plus pure et qu'il n'y avait rien sur le pouvoir d'achat. Franchement, hier, c'était la misère. Et même le mensonge, s'agissant du SMIC, puisqu'il nous a expliqué que le SMIC avait augmenté de 20%. Où est-ce qu'il a vu que le SMIC avait augmenté de 20%? C'est 16%. Et la réalité, c'est que dans les prix alimentaires, pour ne parler que de ce sujet-là, c'est plus 25%. Donc, où veut-on nous faire croire que les gens, aujourd'hui, vivent mieux qu'hier? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens il suffit d'aller faire ses courses dans un supermarché le week-end pour comprendre que les gens sont à l'euro près. Et quand je vois qu'on va doubler les franchises médicales pour à la fois les médicaments et les consultations, on sait aussi quelles conséquences cela aura. Cela aura des conséquences sur l'accès aux soins avec des gens qui se priveront et qui coûteront finalement plus cher à la collectivité puisqu'ils viendront plus tard pour se soigner avec des pathologies plus graves. Donc tout ça relève en fait du calcul à très court terme et c'est toujours les mêmes qui payent. Moi j'aurais aimé que le chef de l'État nous dise « je veux réunir la nation, je parle d'un réarmement civique ». Ce réarmement civique, ça commence par les plus grands. Ça commence par le CAC 40, ça commence par ces gens qui viennent de se mettre 100 milliards dans la poche. Eh bien, je considère que dans un moment où les crises se cumulent, ceux qui ont le plus doivent contribuer le plus. Ça aurait été un discours auquel j'aurais pu adhérer. Je me serais dit, voilà enfin un président qui a compris que la cohésion du pays, elle repose sur la justice. Du coup, sur les 10%, vous dites dont acte, vous n'attendez rien. Il y aura une hausse le 1er février. Je vais me battre jusqu'au bout pour qu'au 1er février, ce ne soit pas le cas. Mais enfin, j'ai compris l'orientation, la pente naturelle du chef de l'État. Un dernier mot sur la santé, puisqu'il a demandé la régularisation, il appelle à la régularisation de nombre de médecins étrangers, dont il dit qu'ils sont indispensables à notre système. Là, vous applaudissez? Non, mais vous avez vu, en fait, le culot du chef de l'État. En fait, on est en train d'expliquer qu'il faut ne pas régulariser la plupart de ceux qui sont sur notre sol et qui pourtant travaillent, sont dans l'emploi, et au nom du fait qu'il y a trop de gens chez nous qui viennent de l'étranger, et puis on va nous seulement capter en fait ceux qui nous intéressent. En fait, c'est une forme de prédation. On dit en fait que ceux dont nous avons besoin, les médecins dont on prive ces pays d'origine, eh bien eux, on va les régulariser. En revanche, tous les autres, là, c'est niet. Ça revient à l'article 4 qui était souhaité par le président de la République, qui revenait à régulariser des gens dans les secteurs en tension. Mais moi, je pense que c'est pas les métiers en tension. D'abord, on n'a jamais connu la liste. On ne sait pas quels sont les métiers qu'il considère comme en tension. Et je considère que ce ne sont pas simplement les métiers en tension qui doivent être ouverts à la régularisation, mais tous ceux qui travaillent et qui, aujourd'hui, font tourner ce pays, qui tiennent ce pays debout. Enfin, s'il avait fallu... Imaginez simplement un instant qu'on dise que désormais, tous les étrangers en situation régulière ou en situation irrégulière, mais qui sont dans l'emploi, eh bien, devait s'arrêter pendant une semaine. Je pense que chacun se rendrait compte à quel point, du livreur à celui qui fait le ménage, à celui qui s'occupe de nos grands-parents, à celui qui, etc., on s'apercevrait à quel point, en fait, nous avons besoin de ces gens. Et cette
une façon de les maintenir dans une forme de précarité, de lumpenprolétariat, que de renoncer une fois de plus à les régulariser. Pour revenir sur les questions de santé, il a annoncé le doublement des franchises médicales, il a annoncé cette possibilité de régularisation des médecins étrangers. Est-ce que ça va pas donner quand même un peu de souffle au secteur médical et un peu d'oxygène? Mais les médecins étrangers sont déjà là. Et si on veut donner du souffle au secteur médical, il faut embaucher. Quand vous voyez, en fait, ces reportages... Mais lui dit c'est très long pour faire des médecins, donc il faut s'adapter en attendant. Oui, enfin, je vois surtout, en fait, ils ont supprimé le numerus clausus, mais qu'il n'y a pas plus de place dans les universités. Donc, en fait, il y a un numerus clausus de fait. Et que rien n'est fait pour améliorer la situation. Je vois que l'hôpital se meurt. Je vois que, en fait, on manque partout d'infirmières, d'aides-soignantes, parce que, en fait, le métier a perdu son attractivité. Qu'on a des gens qui ont l'impression d'être maltraitants. Et que quand on fait ce métier-là, c'est une vocation. Et qu'on a l'impression que, en fait, on ne pourra pas s'occuper raisonnablement des gens dont on a la charge. Qu'on rentrera chaque soir en se disant, j'ai mal fait mon boulot. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Améliorer les formations, améliorer les salaires, enfin, augmenter les salaires? Bien sûr, augmenter les salaires, bien sûr. Recruter, faire en sorte que nous soyons à la hauteur des besoins. Il y a un moment où il ne faut pas prendre les choses tout le temps à l'envers en se disant « Bon, j'ai décidé de ne pas prélever sur les plus riches et sur les grandes entreprises, et donc je vais restreindre en fait les services publics. » Moi, je préférerais qu'on ait le schéma exactement inverse, qu'on se dise quels sont les besoins pour une vie en collectivité qui assure la cohésion, l'égalité, la possibilité pour chacun de vivre une vie digne. Eh bien, si on commence par les besoins, ensuite on a en face à ajuster les moyens. On fait exactement l'inverse. On dit voilà quels sont les moyens et maintenant, on verra pour les besoins. Mais c'est pas la bonne façon de procéder, parce que évidemment, ça crée une situation où on est très loin du réarmement des services publics. Où est-ce qu'on a vu les services publics se réarmer, comme dit le chef de l'État? Nulle part. Hier, le chef de l'État a démenti tout accord avec Rachida Dati pour la mairie de Paris. Ce matin, sur RTL, elle annonce qu'elle est candidate au municipal à Paris. Qu'en dites-vous? En fait, le chef de l'État n'allait pas annoncer les accords secrets avec Rachida Dati. Pour vous, il y a eu accord? Je ne vois pas pourquoi Rachida Dati serait venue au gouvernement s'il n'y avait pas d'accord. On sait bien que l'objectif de sa vie, c'est de conquérir cette mairie de Paris. Et donc, ça me paraît assez évident qu'elle y a vu une opportunité. Le fait qu'elle annonce sa candidature ce matin, alors qu'elle vient tout juste d'être nommée ministre de la Culture, c'est opportun? Opportun, certainement pas. Mais qui est surpris? Pas vous, en tout cas. Non. Le chef de l'État qui s'est dit favorable au changement du mode de scrutin pour Paris, Lyon, Marseille, à ce que les maires soient élus au suffrage direct et non pas indirect comme c'est le cas aujourd'hui. Sylvain Maillard a déjà préparé une proposition de loi à ce sujet. Vous la voterez? On verra quel est le dispositif précis. Moi, je ne veux pas me prononcer ce matin. Il y a des raisons qui peuvent pousser à ça. Et je veux simplement qu'on s'assure de la bonne fiabilité et qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Voilà, parce que je connais aussi l'habileté de certains et en fait, quand on touche au mode de scrutin, en général, on a une idée derrière la tête. Et pour vous, la majorité présidentielle a une idée derrière la tête? Certainement, l'idée, effectivement, de reconquérir un certain nombre de mairies. Et donc, je voudrais qu'on puisse s'assurer de... Mais ce serait une mauvaise nouvelle pour la gauche? Notamment à Paris, à Marseille. Non, mais moi, j'ai pas peur. Moi, je n'ai peur d'aucun scrutin. Je pense que nous gagnerons, quels que soient en fait les modes de scrutin. Mais je voudrais m'assurer que tout se passe dans des bonnes conditions. Voilà. Donc, il n'y a pas de refus de principe. C'est simplement que je veux voir sur pièce. Voilà. Christelle? Alors hier soir, l'une des phrases qu'on n'a pu retenir d'Emmanuel Macron est sur le Rassemblement national. Il a plutôt épargné la gauche, attaqué Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il a eu raison de parler comme ça. Il a dit notamment que c'était le parti de l'appauvrissement collectif et du mensonge. Moi j'aime bien Emmanuel Macron parce qu'il se bat contre le RN par intermittence. Il se bat contre le RN simplement quand il y a une élection en vue et qu'il veut à nouveau se présenter comme le barrage à l'extrême droite. Mais désormais, qui peut croire à cette fable? Depuis le mois de décembre, depuis que le président de la République a lui-même avalisé l'idée de préférence nationale, qu'il a donné une victoire idéologique au RN, qu'il a été les suivre sur nombre de sujets. Vous parlez de la loi immigration aujourd'hui, je parle de la loi immigration évidemment, comment voulez-vous aujourd'hui qu'il vienne nous expliquer qu'il est celui qui permettra de faire barrage aux idées de l'extrême droite? Mais lui, il ne le voit pas comme ça. Vous l'avez entendu hier, Olivier Faure. Il dit que pour lutter contre le Rassemblement national, il faut s'attaquer. Il faut reprendre ses idées.
il faut s'attaquer à ce qui fait voter pour lui et que la lutte contre l'immigration, c'est une réponse. Il n'a pas raison ? Il ne lutte pas contre l'immigration clandestine, comme il le dit. Il s'est pris dans ce projet de loi immigration, à la fois à l'immigration irrégulière et à l'immigration régulière. Dans les deux cas, il a été jusqu'à... Enfin, quand on parle de la préférence nationale, elle vise qui? Elle vise des gens qui sont en situation régulière. Quand il vise le regroupement familial, il vise des gens qui sont en situation régulière. Quand il vise les étudiants étrangers, il fait face à des gens qui sont en situation régulière. Donc on n'est pas du tout dans ce qu'il nous raconte. Tout le monde est contre les passeurs. Tout le monde est contre l'exploitation des humains qui fuient la misère ou la guerre. Donc on est dans une situation où le chef de l'État a donné une victoire idéologique au RN et où maintenant, il voudrait nous faire croire qu'il est le barrage. Non, c'est pas vrai. Et donc, quand il nous dit en plus qu'il va renvoyer le sale boulot, en fait, au Conseil constitutionnel pour venir détricoter la loi, là, il est dans une situation où il est même fascinant de voir un chef de l'État qui accepte de faire voter des dispositions qu'il sait anticonstitutionnelles et qui vont ouvrir un débat au lendemain de la décision du Conseil, ce que Laurent Fabius a pointé, entre la souveraineté populaire du Parlement et puis le gouvernement des juges qui sera dénoncé par la droite et par l'extrême droite. Donc il va ouvrir une crise, y compris sur ce qu'est notre état de droit. Quelle est cette irresponsabilité présidentielle? Olivier Faure, ça veut dire que si demain il y avait un second tour qui opposait Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous n'appelleriez plus à voter Emmanuel Macron pour faire barrage au Rassemblement national? On n'en est pas là. Mais en tout cas, c'est même quoi que je dise. Enfin, les Français, de toute façon, aujourd'hui, ont une attitude qui est très... sans doute, j'espère. Mais enfin, la réalité, c'est que je vois des gens que je rencontre chaque jour, chaque semaine dans ma circonscription qui me disent mais vous nous avez fait voter pour Emmanuel Macron. Ce qui est vrai, j'ai appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour. Ils me disent mais si c'était pour qu'il fasse comme Marine Le Pen. En fait, quelle est la différence? Quel est l'intérêt? Quel est le sujet sur lequel, en fait... Donc vous ne le referiez pas? On n'en est pas là. Parce que la réalité, c'est qu'il y aura quelqu'un de gauche au deuxième tour face à Marine Le Pen et que nous battrons Marine Le Pen. Mais voilà, je dis simplement que pour les élections européennes, c'est le grand objectif de cette conférence de presse d'hier d'Emmanuel Macron, eh bien, plutôt que d'aller chercher à trouver, en fait, dans celui ou celle qui sera désigné par Emmanuel Macron pour conduire cette campagne, qu'il mènera d'ailleurs lui-même, eh bien, choisissez plutôt une liste qui est celle qui sera conduite par Raphaël Glucksmann et qui permettra, là, de faire non seulement barrage à l'extrême droite, mais barrage aussi à ses idées. Parce que le problème, ce n'est pas de combattre le RN en reprenant ce qu'il dit, c'est d'arriver à combattre le RN en refusant ce qu'il propose. Est-ce qu'au-delà des européennes, vous espérez profiter de cette droitisation du gouvernement? Et est-ce que pour récupérer les électeurs de gauche déçus d'Emmanuel Macron, il ne faut pas que vous rompiez définitivement avec Jean-Luc Mélenchon? Non mais d'abord, je ne profite de rien. En fait, moi je ne cherche pas à profiter, je cherche à ce que les Français puissent vivre dans un pays dans lequel l'horizon républicain est toujours l'objectif. Et où chaque jour, on cherche à parfaire, en fait, cet idéal. Hier, Emmanuel Macron a repris le slogan qui est celui qui a été celui d'Éric Ciotti, de Wauquiez, de Zemmour, qui est pour que la France reste la France. Mais ce slogan sent en fait le conservatisme le plus total. En fait, on n'a pas à demander à ce que la France reste la France. On a à demander à ce que la France devienne la France, au sens où l'idéal républicain est un idéal qui n'est jamais atteint. Et il faut toujours avancer davantage chaque jour, faire en sorte qu'on puisse avoir plus d'égalité, plus de liberté, plus de fraternité. C'est ça l'objectif. Sur le PS. Et donc, sur le PS... Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas? Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les Français. D'abord. Et donc, nous allons faire notre devoir et chercher à... Ça veut dire que vous n'appelez pas les électeurs de gauche déçus d'Emmanuel Macron à vous rejoindre? Bien sûr que j'appelle celles et ceux qui ont loyalement, qui ont sincèrement cru qu'Emmanuel Macron pouvait être l'homme du en même temps, qu'il pouvait être celui qui permettait de consolider, d'approfondir le modèle social français et qui s'aperçoivent... après la réforme des retraites, après la loi immigration, après la réforme de l'assurance chômage, après la réforme du RSA, se rendre compte qu'il est tout sauf ça. Eh bien, effectivement, qu'ils reviennent vers des formations politiques qui, elles, ont
de toute leur histoire et de toute leur tripe, fait ce choix-là, celui d'assumer l'idéal républicain. Mais est-ce que pour cela, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un repoussoir, d'où je vous repose ma question? Est-ce que si vous voulez récupérer ces électeurs et les ramener vers vous, il ne faut pas rompre avec Jean-Luc Mélenchon? Mais j'ai déjà dit, y compris sur ce plateau, ce que je pensais de Jean-Luc Mélenchon, qu'il était devenu, en fait, lui qui avait été le meilleur représentant de la gauche à 2 reprises à l'élection présidentielle, qu'il était celui qui faisait baisser le plafond de verre au-dessus de nos têtes, et que nous avons besoin non pas seulement de quelqu'un qui peut performer sur le premier tour, mais de quelqu'un qui puisse permettre de rassembler jusqu'à 51% des voix pour battre l'extrême droite. Et c'est ça l'objectif. Christelle, dernière question, calendrier. On nous annonce un discours de politique générale du Premier ministre le 30 janvier et la suite du remaniement début février. Est-ce que pour vous, c'est le bon timing? Bah écoutez, je vous laisse juge, mais enfin franchement, on est un peu embarrassé d'accabler ce pauvre Premier ministre qui vient à peine d'arriver, mais quand même, enfin le chef de l'État qui convoque la France entière à 20h, et lui qui est renvoyé au calendrier grec pour présenter son discours de politique générale avec un gouvernement qui ne sera complété que dans la foulée. Enfin, tout ça, bon, ça a au moins un mérite, ça permet de rappeler que Jupiter reste Jupiter et que le pouvoir reste concentré dans les mains du seul chef de l'État et qu'il a nommé un porte-parole. Dernière question bis. Gabriel Attal qui a dit hier qu'il ne solliciterait pas de vote de confiance, il y aura une motion de censure du PS? Mais bien sûr. C'est une évidence. En fait, moi, j'aurais tellement aimé que dans ce grand rendez-vous de la nation, le chef de l'État dise « j'en reviens à la lettre des institutions ». C'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation et qui vient chercher une majorité à l'Assemblée. Et donc, je souhaite que Gabriel Attal vienne devant l'Assemblée, présente son projet et le soumette au vote. C'est votre groupe qui la déposera? C'est ce qu'on fait. C'est le PS? On le fera avec toute la gauche. Donc, ce sera avec une motion la de la NUPES? NUP. Avec l'ensemble de la gauche, parce que... LFI compris. Bien sûr, avec toute la gauche, parce que il y a aujourd'hui des convergences. Quand je dis que je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon et tout ce que peuvent faire les Insoumis, ça ne veut pas dire que je n'ai aucune convergence avec eux. La gauche reste la gauche et il y a des désaccords, mais il y a aussi, heureusement, des points d'accord. Et en l'occurrence, sur le fait qu'un Premier ministre, dans une grande démocratie, doit venir chercher, sur la base de son projet, une majorité. Regardez ce qui s'est passé en Espagne ces derniers mois. Eh bien, là-dessus, nous sommes entièrement d'accord et nous sommes parfaitement convergents. Voilà. Merci Olivier Faure. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.